Yorana à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de Fa'at ou de Top. Donc nous sommes aujourd'hui, on va dire, à l'épicentre du phénomène, puisque c'est ici, dans les studios de Gabilou, que nous sommes reçus aujourd'hui. Et c'est devant nous l'inventeur de l'expression Fa'at ou de Top, donc John Maruru, de nous accueillir aujourd'hui. Voilà. Et donc pour commencer, est-ce que tu peux nous dire quel est le lien qui t'unit à Fa'a? À quel moment Gabilou devient Tamarifa? Ben, nous sommes venus de propriété, je devais avoir 12 ou 13 ans. Papa avait acheté des terres ici. Et je pense qu'il voulait qu'on fasse de l'agriculture, planter, peut-être vivre ici. Il voulait plus vivre à propriété. Et donc, on s'est senti Tamarifa tout de suite, parce que souvent, quand il y avait les Matutura, les fêtes des morts, on allait souvent là-bas et là on rencontrait les gens de Fa'a et là on voyait, c'était pas facile de rentrer à Fa'a avec les vrais, ben tout le monde du milieu, mais c'est pas grave, on s'est intégré petit à petit. J'ai grandi là, j'ai grandi à Outa, j'ai grandi avec mon papa. Souvent j'allais avec lui à la chasse. Il nous incitait à faire tous ce qu'il pensait être bien pour notre physique et l'école, l'éducation. Son éducation, c'était la ceinture. Il te dit de ne pas faire ça, tu te trompes, il te rosse. Ça, c'était son éducation. Et moi, je pense, je veux le remercier publiquement parce que on était terribles aussi. On était des enfants terribles. Et donc, Fa'a, c'est là, c'est du vécu, on a grandi là, aujourd'hui j'habite là, je suis un Tatawa à 100%. Et donc voilà, je connais beaucoup les histoires, pas les vieilles histoires anciennes, mais je connais beaucoup les anciens de Fa'a. L'histoire contemporaine de Fa'a. Ouais. D'accord. Ouais. Et alors, à quoi ressemble l'adolescence de... Alors, d'abord, au départ, c'est pas Gabilou, c'est Loglin Gabriel. Gabriel Loglin, voilà. Est-ce que tu peux nous dire à quoi ressemble l'adolescence de Gabriel Loglin? Qu'est-ce qu'on fait à ton époque quand on est un jeune adolescent, Taurearea? Tu sais, à l'époque, j'avais 16 ans, Hugues, il avait 20 ans. Alors, Kokoma, on commençait à savoir que j'aimais chanter. Mamadou. Il venait avec son équipe, Tanima, il venait là sur le pont. Il venait, non? Après de tourner. Et on a eu écho, alors on allait sur les ponts les attendre. Et petit à petit, on a essayé de convaincre papa de nous laisser aller. Et ça, j'ai eu 16 ans. Allez, on faisait tous les mêmes. Alors après, c'est devenu très populaire. Les gens, ils amenaient leurs enfants avec des mots. Vous pouvez pas chanter ça chez nous. On passe devant leur maison à l'époque. Et après, il y a eu des débordements, en ce sens qu'il y avait quelques personnes qui rentraient dans l'équipe qui faisaient des bêtises. On a arrêté. C'était difficile pour nous de sortir, très difficile. Mais voilà, l'adolescence à Guadeloupe, c'est ça, la pêche. Et j'avais un copain qui s'appelait Tao, il habitait en face de l'aéroport là. Il avait fait un ukulélé pour moi. Avec le Apuari. Il y avait les 4 fils et j'ai commencé à apprendre comme ça avec mes tantes, Tati Lélette, Tati Odette, mes tantes, quand elles étaient en bringue, c'était la bringue avec ma maman. Et donc voilà mon adolescence. Et ici à Fa'a, tous les jeudis, il n'y avait pas école. Alors mon papa, le jeudi matin avant de partir, il disait Abello, tu fais ce trou-là, tu plantes ça. Luc, tu fais ça, tu fais ça. Il fallait quand il revienne à midi, c'était fait. Souvent l'après-midi on était de relâche, donc et quand on revenait avec des petits haré tout ça, il était fou de joie, c'était ça. Il adorait le poisson, papa. Donc voilà un peu notre adolescence. Après j'ai commencé à aimer la boxe. J'ai commencé à boxer tout seul avec papa ici avec mes frères. J'allais souvent voir Ganivé à l'entraînement. Il y a une admiration. Il y a Teyou, son crochet gauche, son hypercute. J'en ai vu des mecs tomber avec lui. Et donc cette envie de boxer est venue. Mais quand il m'a emmené chez Toté, Bouya, l'entraîneur à Makunena, et son entraîneur à lui aussi, il m'a dit, tu vois, je t'amène là-bas, c'est pour que tu apprennes à te défendre. Et à 18 ans, je pouvais aller sur le ring, et j'étais devenu un garçon assez costaud. Tout est dit, il n'a pas signé ta licence de papa. Et papa, il a déchiré mon papier. Il dit, mais qu'est-ce que je t'ai dit quand j'étais amené là-bas? Tu l'appelles? J'ai lui répété, il m'avait dit, je vais chez Toté pour apprendre à me défendre.
top pato moura na harinik do. J'étais bon, hein. J'ai boxé bien, tu vois. Et un jour, j'ai commencé à travailler et je disais à maman, si je vais pas aller sur le ring, je vais aller moto sur la route. Mais j'ai dit ça inconsciemment. C'était ça et mon ring à moi, un motobro. Et on a eu des bagarres ici. Il fallait s'imposer, hein. Il y avait des, je sais plus comment il s'appelle cette famille. Il y avait des Chinois boxeurs, oui. Enfin bref. Et donc, j'ai pas pu faire le ring. J'ai jamais goûté à ça. J'avais beau demander à papa, il n'a pas voulu. Bon ben voilà. Après le brevet, quand j'ai eu mon brevet le soir même, j'ai été au Matavai, toujours devant, avec tous mes copains. Et là on m'a dit, va me chanter. Voici, je savais que j'aimais ça. Mes copains, Robert Raoul, Guy Raoul, Belou Chavez, tout ça. T'as donc bravo. Joël Alain, Yvonique Alain, mes cousins. Et donc j'ai commencé à chanter et ça a commencé ma carrière. Mais à cette époque-là, Gabilou n'est pas encore né. Non. Explique-nous à quel moment Gabilou naît. J'ai l'impression que Gabilou vient de la Bretagne, parce qu'on a un peu de sang breton, hein, du côté de ma maman. Et donc, un jour, je vais en France faire une tournée et je passe dans une région de Bretagne, on a écrit Gabilou. Ah oui, Comme mon nom. Alors, je fais une photo qui n'a jamais réussi. Je vais vous dire une anecdote de quelque chose que j'ai vécu. Je disais à ma secrétaire, ça n'a jamais changé ici. J'ai jamais passé dans ces régions-là. Tu vois, je sais pas, Gabilou, c'était là, la photo n'a pas réussi. Mais on m'a appelé Gabilou depuis 14 ans, 15 ans, 16 ans. Et j'ai gardé ce nom envers et contre tous, parce que quand j'étais en France la première fois, chez Barclays, ils ont voulu enlever ce nom. Ça fait miner. Hein? Quand j'ai dit au manager de Barclays, où tu vois ce coup de poing, ça avait pas miné, hein? Bref. Et donc, voilà quoi. Et après, j'ai connu tous les gens. J'étais un enfant terrible. Je me baladais. Quand papa faisait la sieste de dimanche, et là, taillé dans les brinques de Fa. Allez, mon petit, vous voulez les. Tous les gens de Fa, ils faisaient leur punch. On appelait ça Pihamani, hein. J'avais 13 ans, et t'es mort au Anini, il y a stop, j'avais peur de papa, hein. Il savait pas. Je revenais toujours à les heures avant. Voilà, on avait de sieste. Mais tous les dimanches, c'était un jour de repos pour lui. Et donc, c'était mon jour où j'allais mettre taureau dans les brinques, voilà. J'ai connu les Aubry, connu les Ganivet, le vieux Ganivet, le papa Ernest. Est-ce que tu as connu Fa avant l'aéroport, ou est-ce que l'aéroport était déjà là? Non. Ben, c'était presque la... changé, non? Ah oui. J'ai connu la construction de l'aéroport, totalement. Ouais. Ben, on pouvait plus aller à la pêche. Interdit. C'est dingue, hein. Avec papa, on a les ramapo, hein. Chacun son harpon. Tataouma. Le tataouma, c'est quand tu as un gros tour comme ça, tu poses sur le houma, tu tapes avec ton petit filet, là. Tu ramasses, tu mets dans le hapé. On s'en pêchait avec. T'es mort. Tu accroches mon hameçon dessus, tu mets les rouilles, les trous, paillettes. La taille était plein de poissons sur la gonde. Bon, ben, avec l'aéroport, tu vois, ça a tout changé. Et donc, tu commences à travailler, tu travailles pas tout de suite dans la musique, tu fais on va dire un vrai métier pour... Oui, non, j'ai commencé à travailler. Alors, j'ai pas envie de travailler. Si. Quand j'ai chanté avec les Savage John, les frères Vernaudon, la deuxième fois que je suis retourné sur la scène le même soir, François me demande si je vais pas chanter avec eux. Je donne 60 francs de l'heure. Réfléchis. 63. Et 60 francs de l'heure, c'était quelque chose. Ah oui, j'avais 1200 et quelques par mois. Mon papa, il voulait pas que je touche mon argent, je mettais cet argent de côté. Quand j'ai eu 240 et quelques mille, j'ai acheté ma première voiture. Une Peugeot 404 à l'époque, 88-99C. Donc, j'ai commencé à chanter avec les Savage John, Fayatura, parce que Charles est parti en France, le soliste. Vernaudon, en plus, j'ai été au Pitaté. En même temps, je travaillais en imprimerie. Et du Pitaté, puis tu es venu avec Makitou me chercher, je suis rentré dans les barefoot. L'imprimerie officielle était déjà à l'endroit où elle se trouve aujourd'hui, alors. Et donc, tu avais à descendre juste... Touché 6 000 francs par mois à l'époque. On y tirait. Mais encore les billets bleus, hein? Oui. Et là, 6 ans après, je me suis dit, je suis dans une prison. Il voulait pas que je quitte mon boulot. C'était un boulot assuré. Tu vois, être fonctionnaire à l'époque, c'était un boulot assuré. Donc, bien dit, faut qu'aux États-Unis, je ne reviens plus. Je suis plus revenu à mon travail. Il dit Rotataria. C'était ma vie. Je suis venu l'été, je sais pas, j'allais chanter au Pitaté, un peu partout. J'ai fait les barefoot, chanté au Barléa. 50 000 francs par mois. Attends, c'était beaucoup d'argent. Et après, j'ai eu cette envie de faire autre chose que les boîtes de nuit, faire des galas. Comme ça. Ma tante, Odette,
m'avaient raconté des histoires d'amis à eux qui étaient dans le showbiz en France. C'est resté dans ma mémoire. Allez, Marounois, et j'ai fait mon propre gala. J'ai fait des galas à 500 francs. À l'époque, à l'Opel. Le théâtre de l'Opel, derrière l'église Sainte-Thérèse. Ça a commencé là. Puis il y a eu l'OTAC. Après, l'Office territorial d'action culturelle. C'est pour ça qu'on appelait l'OTAC. Au théâtre Marounois, au début, c'était difficile. Pas encore si populaire que ça. Hein. Mais j'avais quand même tous ces chants que j'avais enregistrés avec les Barefoot. Le Titil sacré, le soleil. Les Barefoot, c'est combien d'années de ta vie? C'est une longue période quand même, non? Je suis resté que 3 ans avec les Barefoot. Il y a eu un clash entre nous, je suis parti, j'ai été en Calédonie. La première fois c'était en 68. Après on m'a proposé d'aller en Europe. Je chante un jour au Tara, c'est moi qui inaugure l'hôtel du Tara. Avec les filles Robinson et mon orchestre. J'appelais les Banjo Boys. Il y avait Jackie Bou, Marius Chan, Garcia. Garcia, je ne sais pas si c'est un Tahitien, mais il travaille à la CPS. Jackie Bou et Kiri Salmon, soliste. Voilà mon orchestre. On a inauguré le Tara. Et cette femme était là pour le Vienno. Elle m'a entendu chanter. Elle me dit à son fils, va chercher ce chanteur. Après que c'était fini. Elle m'a dit que voilà, j'ai des connaissances en Amérique, en Angleterre. On a essayé, c'était difficile d'avoir un contrat. J'étais à Londres et c'est de Londres qu'on m'a ramené en France. Mon premier contrat en France. Bon. Et quand j'ai chanté vers l'Eurovision en 86, je saute des étapes. J'ai pensé à mon pays. J'ai pensé à Phare. Et quand on a fait les piroguiers de Phare, à qui j'ai pensé? À Phare. Beaucoup de gars qui ne pensaient pas que Phare avait une telle énergie dans ce disque. On n'appelle pas Phare tellement pour rien. Hein? Et tu sais, Phare, c'est comme si tu as une ruche d'abeilles là, quand tu jettes un caillou dessus, par dire, faut pas emmerder les gens de Phare, voilà. Il y a eu des bagarres, je te dis, des trucs terribles à l'époque. Des trucs entiers de jeunes de Phare. Il y a un tambour Phare qu'on est en train d'emmerder, tout le monde c'était là. Il fallait pas toucher Phare, quoi. Et donc, voilà mon enfance, voilà ma jeunesse. Ensuite, il y a eu l'éducation. Je ne pouvais pas faire n'importe quoi. Tu sais, mon papa a été mon guide jusqu'à 30 ans, 35 ans. Tout le temps, je lui demandais conseil. Tout le temps. Beaucoup de respect. Ah, ouais. Quand tu sais, le côté papa, fils, enfant, hein, mais tout, ouais. Ça m'a fait faire tout le météo aussi. C'est des enfants perdus, ça. Tout le météo, ça veut dire que le météo aussi, il fait tout là. Et il a appris, il a donné ses connaissances à ses enfants. C'est la meilleure éducation d'un enfant à la maison, c'est pas à l'école. Tout ce que je fais aujourd'hui vient de mon papa, ma maman. Elle, c'était la douceur, lui, c'était l'homme fort, hein. Ray, c'était un homme très fort. Et donc, t'as Totopopa, tu vois, le sang anglais, irlandais, écossais dedans, lui, là, aïe, mélangé avec le breton, aïe, et. Et donc, aujourd'hui, voilà. C'est peut-être tout ça qui a fait que je suis arrivé à faire ce que j'ai pu faire dans ma vie. Aujourd'hui, j'ai pas fini. Il y a encore des projets. Petit flashback, à quel moment est-ce que, enfin peut-être que tu en as toujours fait, mais la pirogue, elle arrive quand dans la vie de Gabilou? C'est à un moment donné où j'ai été en flottement pour la chanson. Comme mon frangin était dedans, et il était en plein dedans, je le suivais partout. J'étais déjà derrière la pirogue, mais intéressé, non. Ramais un peu. Et un jour, Damien Maino, notre entraîneur de l'époque, il me dit, va un peu derrière, Pépérou. Mais jamais ramé. Oh non, toi. Mais deuxième coup, il m'a remis dessus, Wafrodaoua. Il a dit, ah, tu es un bon rameur. J'ai commencé à ramer, mais j'ai plutôt suivi Hugues. Hein. Et comment gagner? Maïlinui était trop fort. Après Maïlinui, il y avait Tchobo. Il y avait les clubs des districts. Hein. Mais je me suis dit, il fallait que j'aille chez eux apprendre. Pour moi-même et donner aux enfants. Un jour, je parle à Carlos. Carlos avait quitté Maïlinui. Il ne peut pas donner des cours à Lewis, à Milton et à Matei, mon neveu. Deux dimanches de suite, on allait à Papara. Et c'est moi qui ai retenu tout ce qu'il a dit. Et j'ai ramené ça dans le club. Donc il y avait un vrai savoir-faire de ces clubs de la presqu'île qui n'existait pas ailleurs. Ils sont partis, il y a des anciens qui sont partis avec le secret. J'ai pu avoir quelque chose de Poignot, beaucoup de Poignot, de Papatei, Nanois. Et ce que je voulais, moi, c'était... Tu vois, quand on allait en 66, on a gagné Molokai avec la pirogue Télémontaï. Il faut être gonflé de faire ce qu'on a fait. J'ai été voir Thierry Sanfort, un gars de UTA. Je lui ai dit, on ne peut pas mettre la pirogue dans UTA, parce que UTA allait à Honolulu avant. Télémontaï a voyagé en avion. C'est unique dans le monde de la pirogue. Il n'y a jamais eu 2 pirogues qui ont voyagé en avion. Télémontaï, quand on a fait la course 76, on était à une demi-heure d'avance. Ça a dû surprendre tout le monde. Oui, ils ne voulaient pas cette pirogue dans la course.
Il dit, vous pouvez pas mettre ma pirogue dans le Fiberglass Division. C'était une pirogue en bois. En bois, Uru. Non, Falcata. Et oh, malheur à eux d'avoir accepté parce que, et taillera, manteau et harelo. Moi, l'envie de la pirogue est venue comme ça. On a gagné là, après 17 ans après, on regagne. Qui? Nous, toujours les mêmes bonhommes. Edouard Arma, les clubs ont essayé de gagner Molokai. Raté. Moi, j'écoutais, j'ai regardé, ça monstre. J'observais ce qui se faisait. Un jour, je prends le club, dans le bureau, je propose au club de prendre Tom Conan comme barreur. Révolution, il y en a des gens qui ne voulaient pas. Mais on a voté et on a gagné. Mais quand on a gagné, ce sont ces mêmes personnes-là qui étaient derrière lui pour apprendre. Je leur ai dit, allez apprendre. Ce mec a des secrets, il a déjà gagné 9 fois Molokai, lui. Et les 2 autres fois, c'est avec nous, le 10e et 11e. Et c'est comme ça qu'on a appris, on a évolué. Tu sais, Albert Mouche, quand il a été la première fois à Molokai, il a dit, mais c'est nul Molokai. Et Lewis lui a répondu, Molokai, ça se passe pas sur la terre. C'est désert, à Molokai. Ça se passe dans l'eau. Aujourd'hui, c'est lui le plus grand champion de Molokai, avec son club Shell. Aujourd'hui, il faut des moyens. Pour être un grand club aujourd'hui, si tu n'as pas les moyens, regarde bien les clubs qui émergent. Shell, EDT, OPT, au club Moninadra. Le club que j'admire, c'est Perley Connection. A-t-il monnaie? Oui, Amato. Et peut-être qu'il est encore en train d'apprendre, lui, mais moi, je connais tous les secrets pour gagner Molokai. Je peux battre Shell, moi. J'ai pas peur de le dire. Et pour eux, on est là. Et Albert soit le... mon fou. Albert, si tu nous écoutes. Ah oui, il y a moyen de battre ce club. Le DT a fait l'expérience l'année dernière, donc ils ne sont pas invincibles. Il faut seulement savoir comment faire. Avoir les bonhommes, dans une compétition, tu as le bonhomme, la pirogue et... Ah oui, on me disait tout le temps, ça c'est mon frangin. Je ne sais pas d'où il a appris. Lui qui me disait toujours, dans la pirogue, tu as le bonhomme, la pirogue et le Hawaïa. Tu vois? Même quand tu fais Wahoo dans le lagon, il y a aussi du courant. Donc on se dit, Hawaïa, c'est ça. Où est le bon au poupée, où est le mauvais? Il faut éviter le mauvais au poupée. C'est la même chose à la taille. Voilà ma connexion avec la pirogue et c'est devenu parce que a été mon niveau d'autres. Parce que tout l'argent que je gagnais un peu allait pour acheter de la colle, des machins pour la pirogue. Il fallait évoluer. Quand on gagnait, tout le monde était content. Hein? Comme on gagnait à Waikilui, quand on a gagné Molokai, mais le travail était en amont. Un bonhomme. Eux qui ne voulaient pas venir en 93, ils disent qu'on va gagner Molokai. Il faut que tu viennes. Mawad, comme c'est lui le président, j'ai beaucoup de respect pour lui. Hein. Il est venu, il m'a dit, on pleurait. On savait qu'on allait gagner, mais après, anecdote politique. Quand on a gagné en 93, Mana, de Radio de Fana était là. Il avait mis un drapeau sur le bateau, changement de rameur à Lewis. Les officiels sont venus, take out that flag, pour enlever le flag. Ils ont enlevé. Qu'est-ce qu'il a fait maintenant? À l'arrivée, comme on avait gagné, il s'est attaché un drapeau sur son dos, bien costaud. Et il venait interviewer tout le monde avec. Alors évidemment, Gaston qui était au pouvoir était en ruine parce qu'ils n'étaient pas là. Mais ils auraient dû être là. C'était des sacrées aventures gagnées à l'époque. Hein. Aujourd'hui, la faiblesse des Hawaïens est bête. Ils n'ont pas renouvelé leur cheptel, si tu veux, leur rameur. Ils sont toujours sur les anciens qui sont champions, qui étaient champions. Ils sont restés dessus. Faux. Ici, pendant ce temps, arrêtons les nouveaux. Ici, on voit chaque année l'émergence de nouveaux talents, des petits juniors qui font la compétition sur le Haito, sur le Super Haito. Et il faut de l'argent. Comme Albert, comme EDT, comme Shell, pour être champion. Parce qu'aujourd'hui, on dit tous les jeunes, ils s'entraînent pour avoir un boulot dans ces équipes-là. Et ils s'entraînent pour être champions. Ils savent comment les regarder, comment les prendre. Tant mieux. Mais au départ, je voulais pas ça. J'ai lutté contre Edouard Mamatouma parce qu'il s'en foutait de ça. Nous, on avait un berceau de champions ici. Et j'avais peur qu'on me les prenne. La première personne qui m'a appris les champions, c'était Gaston Floss, quand il a fait Pirate. Ouais, il a piqué Maïdao, Karil après a été chez Shell, bref. C'est comme ça, on a affaibli notre club, phare, pour réussir. Ils sont venus chercher les meilleurs. Voilà. Et donc, voilà l'anecdote de la pirogue. Mais
Vodira a été mon niveau obligé de revenir un peu à la réalité. Himenewao, pas télé en 2000. Hein, immense. C'est Marotier qui a composé, j'avais plus d'argent, on vivait que sur les danses à Mouyata. Et voilà, on a fait Fakatele, on a renfloué la caisse. Hop, arrêtez pas moi. Je mettais de l'argent de côté pour le prochain CD. Ensuite, avec Fakatele est arrivé l'internet, la copie. Ah, là, on est désarmé aujourd'hui. Aujourd'hui, Aujourd'hui, il faut faire des galas. Mais j'avais déjà compris. Et ça, on ne peut pas pirater. C'est pour ça que j'ai fait cette salle à travaux. C'est dans cet esprit-là. Je n'avais pas les moyens de faire une grande salle comme l'OTAC, par exemple. Mais j'ai quand même une salle où je peux mettre 400 personnes bien assises en gala, 250 personnes en dîner. Quand je fais mes maths et tout ça, et je fais travailler les musiciens, cuistots, tout le monde. On ne gagne pas énormément, mais ça fait partie du jeu. Ceux qui n'ont pas pensé à ça, je pousse Sabrina Tapouma à chanter. Chanter mariage, anniversaire, dans tout 5000. Alors ouais, tu vois. En parlant de Tapouari, de Sabrina, il y a quand même quelque chose de frappant dans la famille Loughlin, c'est cette transmission, on va dire, des passions et des savoirs, parce que aussi bien sur la pirogue, il y a quand même des fistons qui sont maintenant des légendes du va, Milton, Lewis, et puis dans la chanson, alors là, Tapouari, Sabrina, enfin c'est assez remarquable quand même. Je pense qu'ils sont, je sais pas, hein, Hugues n'a jamais été un bon chanteur. Il chantait comme un bœuf. Père ton âme. Ici, il est en train de rire. Là. Quand on était en réunion, papa avait acheté des instruments pour nous. Il était musicien donc? Pas du tout. Mais il nous voyait en train de Mano et moi en train de gratter la guitare ou couler les Lewis. Hugues n'a jamais joué. Il chantait avec nous. Chantait à tout. Mais c'est ma maman qui chantait bien. Ah, elle avait une belle voix. Et donc, il avait même enregistré mes premiers enregistrements. C'est mon papa qui a fait avec un appareil Philips Bond, une petite bande. On ne sait pas où c'est, on n'a jamais retrouvé. Et donc, on a tous ce côté musicien. Et donc, peut-être que les jeunes sont ressortis sur Tapou, Sabrina. Leur maman, elle chante bien aussi. Linda, elle chante merveilleusement bien. Et donc, moi, je suis content que il y a la relève là. Parce que chez moi, je ne vois pas. Noiri est timide. C'est Yano qui chante bien. Mais Faya Lakatane, ça a changé hein, la façon de penser. Homa est hyper timide. Mana chante bien mais timide. Bon. Maouno est Moyata Himenera. Et moi, je disais tout le temps, Himene Tama. Ori Tama. C'est toujours le même principe, a été retraite. Hein? Alors, je suis encore là, j'ai encore plein de trucs à faire. Et aujourd'hui, c'est dommage que l'expérience est venue tardivement, mais il n'est jamais trop tard pour bien faire. Alors peut-être que ça a sauté une génération, il y a peut-être un de tes nombreux mots-toi qui va reprendre le flambeau. Espérons, je sais que Yano, elle peut être une super manager, productrice de spectacles. Par exemple, on vient des États-Unis, elle est restée un peu plus que nous. Elle a fait tous les workshops que Mouyata n'a pas pu faire. Le même boulot, et les gens sont emballés par elle, parce qu'elle a vraiment hérité de sa maman. Hein? Les mêmes trucs, des fois ça a accroché un peu, et la maman ne se lâche pas. C'est comme ça. Quand ça a accroché avec moi, j'ai dit, chérie, 50 ans d'expérience, c'est moi qui va te dire ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Parce que je me suis cassé la gueule combien de fois. Je ne veux pas que tu ailles là. Hareyo, tata frola. Et moi, je suis en admiration devant elle. Il y a des gens qui me disent, ta fille comme ça, organisation, spectacle. Il y a toujours les papas derrière, mais des fois, je la laisse faire. Et je rappelle seulement, je marque tout ce qu'il y a à faire. Tra. Je mets sur son bureau. Tu deviens le sauvetti. Il faut bien, tac au tac. Tu vois? On fait un gala bientôt. Taïra pour Solo Competition. Moi, j'ai mes billets. J'ai dit, si tu me donnes 100 billets, je vais vendre mes billets. Oh, tout à dos. Il faut vendre 400 places. C'est comme ça qu'on gagne notre vie. C'est pour ça que j'ai fait cette salle, c'est pour remplacer le CD. Le CD, il est mort. Je pense avoir été le dernier à pouvoir vendre encore. Quand j'ai sorti le CD des Barefoot Boys, là, le double album, j'en ai vendu 4 ou 5 000. C'est un record.
à cette époque. J'allais au marché de propriété tous les dimanches matins. Dédicace à Renault, Barefoot. Le Barefoot Boy, ça a été quelque chose de formidable, ce son. Il faut tirer un chapeau à Pétiou qui est venu avec ce son ici, sa guitare. Mala était batteur, donc c'était moi qui étais devant. Et donc l'association de cette guitare, Gabilou et Mala, c'est un son très particulier qui remplit la salle. Hein, c'est unique. Tu n'as jamais trouvé ce son ailleurs. Hein. Et donc, aujourd'hui, on m'a réclamé ça en Californie, sur les Tahitiens qui habitent là-bas, avec l'éveil du Barefoot. Oui, hein. Bon, il faut convaincre tout le monde. Hein. Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir Théâtre qui joue cette guitare, hein, qui joue très bien. Et bon, il faut qu'il soit libre. Il faut qu'il soit moral de fait, tu vois. Pas évident. Alors, je voudrais revenir un peu sur une rencontre. Je me souviens d'une époque où on te voyait souvent en compagnie de quelqu'un juste un peu plus connu que toi, qui s'appelait Julio Iglesias. Hein. Ça, c'est l'histoire de cette rencontre. Cette rencontre, ça s'est fait à à Palma de Mallorca, en Espagne. Un jour, Paul Moria, qui est un grand chef d'orchestre français, était au Beachcomber, et je chantais au Beachcomber. J'animais le jour de l'an du Beachcomber, en haut et en bas. Il était en bas, avec sa femme, et il transitait, il venait du Japon. C'était des frères. Après le gala, le show, il m'a fait appeler, j'ai été le voir. Il m'appelle Moria, voilà ma carte, tata. Quand est-ce que tu rentres en France? Il dit le 4 janvier. Tu veux pas faire un concours avec moi en Espagne? Pourquoi pas? 4 janvier, je vais le voir, tata. Fait une chanson qui s'appelait Elle arrive aujourd'hui, et je gagne. Je gagne le concours. Après le concours, il y a eu la partie Iglesias. C'était lui la vedette du show, de la soirée. Il était déjà connu. Ah ouais. Et moi, j'étais heureux de le rencontrer. On a fait des photos d'ailleurs ensemble, qui sont là, dans ma maison. Et donc, à la fin de ce spectacle, comme j'avais gagné, après le gala, on s'est retrouvés dans un restaurant, et il y avait un gars qui s'appelait Henry Mancini. Il avait écrit La Panthère rose. On voyait la panthère. C'est lui qui était président du jury. Et on était donc tous dans un endroit, et Julio était à côté de moi. On draguait la même nana. Il me dit, laisse-moi ma chance, parce que je suis un peu plus avancé que toi en France. Je dis, mince, alors tu me demandes ça. Bref, moi je te dis les choses crues comme ça. Et je lui dis, il était en train de me dire qu'il transitait par Tahiti pour aller aux Philippines. Et donc il aimait Tahiti, déjà. Hein. Et il avait des tableaux de Gauguin, il aimait Brel, qui est mort ici, enfin qui était enterré ici. Et donc il y avait déjà un petit lien. Et je lui dis, si tu fais des clips, pourquoi tu n'aimes pas faire des clips à Tahiti? Un an après, il est venu. Et il a fait 52 minutes de chansons. Votre acteur pas derrière, c'est moi qui ai tout fait pour lui. Hein. Il n'avait pas beaucoup d'argent. 5 ans plus tard, il revient pour faire d'autres clips. Mais cette fois-là, il avait la carte de la CBS, qui a tout payé 16 millions de dépenses. Toujours moi qui l'a guidé, tu vois. On est devenus grands copains. Ça a cassé un peu quand je me suis marié. Il m'a traité de tous les noms. Il voulait pas que je me marie parce qu'on était... C'était compagnon de flibuste. Terrible. Et donc, il m'a dit, je ne pourrais plus venir librement à Tahiti. Il dit, si, moi, elle est libre et tout. Il est venu un peu, après ça s'est arrêté. Mais on est toujours copains. On parle des fois au téléphone. Mais c'est une sacrée vedette. Hein. J'ai assisté à des galas à lui en Amérique, 30, 40 000 personnes. J'étais là, à côté de la régie. Il m'a dit, tu vas aller à la régie, tu vas mieux voir le spectacle. Avec son frère, qui s'occupait de lui au niveau de toute sa logistique, financière et tout, et technique. Quand je sortais avec Julio, il y avait 12 nanas, des limousines, des Cadillacs. J'ai dit, je suis pas là-dedans, moi. Je vis simplement. D'ailleurs, il est venu un jour dîner là, à la maison. Et il y avait plein de jolies filles, dont Thierry. C'était là que ça a commencé, cette idylle entre eux deux. Il me dit, mais comment tu connais toutes ces nanas? J'étais déjà avec Moyata. J'ai dit, mais non, moi je suis un homme public.
Hein, c'était facile d'appeler le comité de Misteti. Ils sont tous ramenés là quand j'ai dit c'est Iglesias qui vient dîner. À la fin du repas, il a dit quelque chose qui pourrait être pour moi triste. Il me voyait heureux avec ma famille, mes amis et tout. Et lui il me dit tu n'as pas mon argent, tu n'es pas populaire comme moi, mais tu es vachement heureux. Et je ne suis pas heureux comme toi. Et mon frangin Hugues, il dit à quoi sert de gagner l'univers si tu arrives à perdre ton âme? Vivre dans la débauche, tout ça. Mais qu'est-ce que tu veux? C'est comme ça, hein, la vie d'artiste. Bon, moi je suis content de m'être marié avec Moyata, ça fait 30 ans. On vient de fêter nos 30 ans de mariage. C'est pareil parce que j'étais en Amérique, à ici, le 20 septembre dernier, mais c'est pas grave. Aujourd'hui, la famille, l'équipe est assez bien soudée. Donc, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, mais toi, Tamari, Farot, mais toi, Fatura, Tamari, Eura. Hier soir à la télé, on parlait d'une bagarre à propriété. Je ne sais pas si vous avez entendu au McDo. Il y avait 20 jeunes, et quand tu entends les jeunes parler, peut-être que j'étais comme ça aussi avant, elle était mon tournée. Et à la télé, ils expliquaient leur explication, mais moi j'ai dit, mais toi, les parents premiers. Et aujourd'hui, il y a aussi, par l'internet, les iPods et tout ça, le téléphone portable, un manque de respect vis-à-vis des enfants et des parents. Ah, j'arrive. Quand j'appelle mes gosses, Ametama, mais vous voulez pas venir manger? Amara, tout, je casse. Oya, quand je suis dans ma voiture, je vais à Vairao, avec mes motos, mes neveux, tout ça. Avec iPad, quand je parle, il faut écouter, mais parce que il y a de l'apprentissage dedans. Il y a de l'éducation dans les paroles que je donne. Ils savent, en Amérique du ranger pour l'autre, ordinateur, iPad, tout. Faro. Il y a un temps pour tout. Et donc aujourd'hui, c'est difficile, c'est malgré nous, c'est l'évolution. L'Internet, les iPods, tout ça, ils font beaucoup de tort à nos jeunes. On a perdu l'usage de la pelle et de la pioche, du teuil-teuil. Hein? On en perd beaucoup de choses parce qu'on est pris par ce truc-là, par ces petits appareils. Hein? Et c'est ça qui manque. La génération d'aujourd'hui va dire aux jeunes d'aller voir Abouété, Tadainaro. Il faut qu'on leur donne beaucoup d'argent pour qu'ils aillent. Non, le Fabou, c'est prendre machin. Moi, j'ai de la chance encore avec mes garçons de pouvoir leur initier ça. C'est assez difficile. Mon dernier est assez difficile, mais où était Taputumurao, où était parti à Trimar de Trépo, Taputumaya, Tanouahutumaya, j'ai dit, ces bananiers sont vieux, il faut changer. Tatara, parti à Trépo. C'est petit ce qu'ils font par rapport à ce qu'un agriculteur devrait faire, un jeune fait d'aujourd'hui. On a beaucoup perdu nos valeurs. La valeur de la terre, t'es où? La valeur de la culture, elle était où? Un pays sans culture, c'est un pays mort. Hein? Hey, on vient d'aller en Amérique. Qu'est-ce qui se passe? Au Japon, il y a 300 000 danseuses de danse haïtienne. Hein? Au Japon. En Amérique, ils vont dépasser ce stade. Il y a 100 écoles de danse et encore, on n'a pas tout vu. En France, c'est parti. En Allemagne, c'est parti. Dans le monde entier, Chili, Mexique, la danse haïtienne. Et si je dis ça, j'aurais aimé que tu mettes ça dans les réseaux. On va arriver au stade où la danse va dépasser tout. La vanille, la perle, le copra et tout. Pourquoi? Parce que c'est l'expression naturelle de l'âme du Tahitien qu'on exporte. Il y a beaucoup de gens qui disent, pourquoi vous apprenez aux autres la danse tahitienne? C'est faux leur façon de penser. Il faut donner. Quand on regarde en Amérique, par exemple,
Nous de Yano, on va regarder les groupes. Des Américains apprennent à danser le tahitien, ils ne savent pas apprendre. Il faut les éduquer, eux. Parce que la culture est mal véhiculée, notre culture est mal véhiculée. On a dépassé, sans être péjoratif, on a dépassé la danse hawaïenne, mais à terre. Elle n'est pas en train de mourir, parce que les Hawaïens sont très solidaires à la culture hawaïenne, mais elle a dépassé le nombre d'écoles de danse tahitienne dans le monde. Donc, les autorités du pays devraient se pencher là-dessus. Il faut prendre conscience de l'intérêt économique de cet élément culturel. Quoi. Bien sûr. Les touristes, quand ils vont voir, je peux aussi apprendre à danser, pas les gens âgés, mais les jeunes. Après, ils vont vouloir venir chez nous. Regardez les Japonais qui viennent chez nous. Ils viennent pourquoi? Pour connaître le pays qui fait cette danse qu'ils adorent, qu'eux pratiquent. Et donc, c'est pas un mal d'apprendre, de bien apprendre aux Américains, aux Japonais, aux Mexicains, les vrais pas de la danse tahitienne. Et nous, on a un professeur formidable, c'est Moyata, qui n'aime pas les faux pas. Elle aime bien, et elle a appris à Yano. Et Yano perpétue ça aux États-Unis. Voilà. Donc, je dis ça au monde qui dirige le pays. Il faut prendre la danse aujourd'hui en considération pour amener des touristes chez nous. Alors, il y a une autre partie de toi, peut-être qu'on va terminer l'émission là-dessus, que tout le monde connaît. On t'a vu souvent à la dépêche pour ça, avec des sacrés bestiaux accrochés sur un tumurao, la chasse. Raconte-nous un peu tes années chasse et qu'est-ce que ça représente pour toi? Est-ce que c'était une passion? Est-ce que c'était quelque chose qui faisait partie de la vie? Est-ce que tu considérais ça comme du sport? C'est quoi la chasse pour toi? Au départ, je suivais papa parce que je voulais l'évasion. Hein. Je voulais 8 ans avant, il me mettait dans la voiture, j'allais cueillir des mangues dans les farabous par là où il me laissait. Il partait toute la journée, je restais là, je l'attendais. Et j'ai des images de lui, avec son cochon. Il y a un cochon, il y avait les chiens, tout ça. Bref. Et petit à petit, 14, 15 ans, quand il a acheté ce terrain ici, c'était plein de cocotiers. On a coupé quelques cocotiers pour faire les maisons. Les cocos, les troncs, entraînement, hache. J'ai 3 haches à la maison, c'est les 3 haches de mon père. La grande, c'était Hamilton, mon frère aîné, sacré bonhomme, mort très jeune d'ailleurs. La moyenne, c'était à Hugues Manot, et la petite, c'était à moi, parce que je devais avoir 12-13 ans, j'ai commencé à couper à l'âge. Il n'y a pas de tronçonneuse là-dedans, ils nous ont traînés. Et petit à petit, j'étais maigre, j'avais déjà 7 ans et déjà 16 ans. Et petit à petit, la chasse, la hache, et dans la montagne, il me disait, utilise ton couteau, ta bout de merde, coupez le sentier, pas derrière lui. C'est comme ça on se repérait pour le venir. Mais je ne savais pas ce qu'il était en train de faire. Il était en train de m'entraîner, lui. Hein? On a commencé à apprendre à boxer ici, et patati, et toté, et tout ça. Et après, hein? Tu sais, quand tu as commencé à avoir 17, 18 ans, tu regardes aussi les nanas. Hein? Et on n'était pas manchots. Et donc, méné, ramé, moi je voulais aller sur le ring. On n'a pas accepté. La chasse, c'est merveilleux. Ensuite, j'ai connu Pierrot, mon copain chasseur. Pierrot, il chasse toujours, lui. Moi, j'ai plus le temps, j'ai un petit problème à mon pied droit, mais j'attends que ça soit guéri. Et donc, c'est une passion. La montagne, par exemple, c'est une évasion. Est-ce que tu te souviens de ta première partie de chasse? La première fois que ton père ou quelqu'un d'autre t'invite, t'accepte, on va dire, pour aller chasser? Non, pas avec les chiens. Mon premier cochon, mon papa, il nous a amené à Outa, à Poularou. Il me donnait un 12, fusil 12, j'avais que 16 ans. Hein. Attention, ne pointe pas ton fusil sur les jeunes. Il y avait Yvonique Alain, Raoul Chavez Mamato. Il y avait même Malinowski. Je ne sais plus son prénom. Bref, Hamado Outa, votre chef, j'ai avec moi le fusil. On allait Tamo Pata. Nautamo, je savais comment faire. Hein.
Et en revenant d'un dernier pata au Trata, il y a une montagne qui s'appelle le Trata qui touche le diadème. En revenant, j'entends Papaina. Pouf, joli cochon, 80 kilos. Papa avait amené des porteurs pour venir nous aider. Vous portez ou pas avec je porte l'eau? Ils étaient au pouvoir, ils ont entendu mes terre, il y a presque pour 1 heure de marche. Ils sont venus à notre rencontre, écoutez, un manteau de bois. Je ne savais pas encore les rudiments. Un cochon, quand tu l'attrapes, il faut attacher ses pattes, maura à haut. Un bonhomme, ou 2 bonhommes, allez. Là, tu vas vite. La routine, aïe. Et donc, les mecs sont venus à notre rencontre, ils sont des mecs de Punawi. Ils sont venus à notre rencontre, ils ont porté le cochon. Alors, des fois, je rentrais, je laissais tout le monde à hauteur. J'emmenais le cochon. Hein? J'arrivais à Tatay, j'appelais papa. Il amenait du pain. Moi, prends le cochon, j'arrive à hauteur. Mais vous, à moi, tu vois, dans les outils, dans les mers, Maya, bien Taoufé. C'est les gens de Outa qui nous apprenaient, les copains à papa. Hein. Et avec les chiens, c'est une autre histoire. Quand tu entends les chiens sont excités quand tu vois les chiens tirer sur les cornes, quand ils sentent le cochon, parce qu'ils ont déjà senti le cochon, d'abord ressenti. Quand il y a des traces, ça c'est merveilleux. Hein. C'est une drogue. Hein? C'était devenu une drogue, la chasse. Aujourd'hui, j'aurais tellement aimé retourner à la chasse. Je fais la chasse à Nouméa, mais c'est facile. Tu es sur une bagnole, un projecteur, hein? Même les cochons. Et donc les cerfs, évidemment, c'est facile. Mais ici, il faut marcher dans les vallées. Voilà. Tu as mentionné tout à l'heure 50 ans d'expérience dans la musique. Et puis là, on voit beaucoup de jeunes qui se lancent dans la danse, la chanson, showbiz. Un neveu à toi aussi, avec des styles plus ou moins modernes. Quel conseil tu leur donnerais? Comment on arrive à 50 ans de carrière? Je pense que je suis arrivé à 50 ans de carrière parce que j'ai toujours aimé chanter. Quand ma maman a chanté, hein, je reviens un peu en arrière, quand elle chantait, je devais avoir 7-8 ans. J'étais là, j'étais son premier fan. Son taille pour nous, unique. Elle jouait à leur façon. Hein. On avait un tout pamplemousse à propriété, elle allait en soirée, nous on était allés écouter tous les soirs. Et on avait un petit tourne-disque, 78 tours, mais t'as vu, vous faites tourner avec en mélodie, on écoutait Tino Rossi, les vieux chanteurs de France, hein, et d'Amérique aussi. Alors, maman avait un catalogue de CD, de disques, unique au monde. Papa avait une bibliothèque. Comment il a appris à parler le français, mon père? Il n'a pas été à l'école. On l'a par la lecture et l'écriture. Qui était son prof? Ma maman. Ma mère a eu son brevet à 16 ans. Et elle jouait du violon, harmonica, guitare et elle chantait. Ah ouais, une vraie musicienne, parce que le violon, c'est pas évident comme instrument, ça. Hein, elle avait une grosse guitare, toute petite bonne femme derrière. Et nous, on a commencé à gratter là-dessus, tu vois. Donc voilà. 50 ans de carrière, je dirais aux jeunes, aimez ce que vous faites. Il ne faut pas venir dans la chanson juste pour faire un coup et t'arrêter. Il y en a qui ont essayé, a été mort au fire. Il faut d'abord savoir si tu aimes chanter. Ensuite, chercher, s'ils peuvent composer. C'est mieux d'avoir un auteur, compositeur, chanteur qui a tous tes droits pour toi. Et voilà, on est là. Moi, je suis là, je peux donner conseil à tout le monde. On dit les gens ont peur. T'as vu, j'aime bien voir afro. Hein? J'ai déjà eu des élèves afro, hein? Faut écouter. Et je ne pourrais pas être un bon prof, je suis trop nerveux. Je vous raconte une anecdote. Avec Tawana Oscar, j'ai demandé d'aller donner des cours à l'école Saint-Hilaire. Cours de chant. 2 classes. Quand les professeurs tournaient la tête, ils étaient en train de jouer. Howdy! Et moi, j'avais mon ukulélé. J'appelle les 2 femmes. Vous ne pouvez pas rester là? Il faut pas s'occuper des élèves.
Je commence à parler, j'étais en train de jouer. J'ai pris mon ukulélé, j'ai mis dans ma boîte. Il parle, arrête. Je peux pas, je suis trop nerveux et je peux pas, je serai pas un bon prof. Mais par contre, je peux donner des conseils aux enfants, aux élèves, hein, à ceux qui m'entendent, qui vont écouter ce que je vais dire. Fais du tout. Fais du tout. Il faut faire du tout, je suis toujours là. Je suis toujours là à chanter. Parce que les meilleurs moments de ma vie, c'est quand je suis sur une scène, j'ai un micro. C'est ça les meilleurs moments de ma vie. Avoir fait l'Eurovision. J'ai chanté en Espagne, j'ai chanté au Chili, j'ai chanté en Pologne. J'ai pas été en Russie, j'ai chanté au Japon. J'ai chanté partout. Parce que je voulais tellement être une grande star de la chanson pour mon pays. Quand j'étais à l'Eurovision, on a parlé de Tahiti. On n'a pas parlé de la France. J'ai représenté la France à l'Eurovision puisque c'était officiel. Mais mon cœur était là. Enfin, les bains. Voilà, mes amis. Pour conclure, est-ce qu'il y a dans ton cœur une chanson particulière? Est-ce que tu as une chanson préférée ou est-ce que toutes tes chansons sont tes chansons préférées? Ça doit être difficile. On m'a déjà posé cette question. J'ai tellement de belles chansons. Ben, il y a plein de belles chansons. Trop. Sorire Moira te upe o Hawaii. Dico il ukulele. Eva no te moe. Eroi mata no te eva. Te pirai tonai ahere. O te whanai haurai nui. E ai ao te hau maru. Te pehe hia e te manura. Te whanata uaia. Te pehe hia e te manura. Te whanata uaia. Te whanata uaia. Gabilu Maruru. Sur ce bout de papier, j'écris ce chant d'amour pour toi, Calédonie, chérie. Oh oh oh, terre d'accueil, de partage, les larmes tombent du ciel sur ce sol béni des dieux. Lorsque j'y pense à toi, pour toi, Calédonie, je chante cette chanson d'amour qui nous unit pour toujours, amis de tous les jours, amis tout simplement. Ici je fais serment de t'aimer, mon beau caillou. Sur ce bout de papier, j'écris ce chant d'amour pour toi, Calédonie, chérie. Ah ah ah, terre d'accueil et de partage. Non, c'est beau de main, terre d'accueil, de partage. Mes larmes tombent du ciel sur ce sol béni des dieux. Lorsque j'y pense, lorsque je pense à toi, pour toi, Calédonie. Va être Calédonien, ils vont pleurer, va dire. Hein? E kono era hoite, e a harata.